Bien, donc bonjour à tous. Donc, pour ma part, je travaille à Agrotransfert. Donc, on est une structure de recherche-développement basée dans les Hauts-de-France. Voilà, donc Agrotransfert, en fait, c'est une interface entre la recherche et le développement agricole. Donc, on porte des projets en réponse à des attentes du terrain qui nous sont formulées par les professionnels agricoles. Et puis, on va chercher la ressource où elle se trouve auprès de la recherche et aussi de plus en plus sur le terrain auprès des agriculteurs qui innovent de plus en plus. Et donc on a différentes thématiques de travail, des projets sur la bioéconomie, des projets sur la gestion du risque par rapport aux aléas climatiques ou aléas économiques, des projets aussi sur tout ce qui touche à la gestion des adventices par rapport aux résistances de plus en plus importantes des mauvaises herbes. Et puis une famille de projets autour de la fertilité des sols et stockage de carbone. Voilà, donc là, je vais vous présenter les résultats d'une étude que l'on a menée sur l'effet des couverts végétaux sur la fertilité physique du sol et en particulier sur la régénération des tassements. Donc c'est une étude qu'on a menée en parallèle sur deux projets, un projet sur les couverts végétaux et un projet sur la gestion de la structure des sols. Donc pourquoi on a été amené à travailler sur ce sujet? On a eu vraiment beaucoup de questions suite à l'évolution du contexte notamment. On a du matériel qui est de plus en plus lourd, notamment au niveau du matériel de récolte. Si on prenait les arrachages de betteraves, ça peut atteindre jusqu'à 60-65 tonnes quand c'est à pleine charge, en plus sur des sols humides lors des périodes automnales. Et puis en parallèle, une tendance à la réduction du travail du sol et donc la nécessité d'optimiser la restructuration naturelle des sols par le climat, mais aussi par la biologie du sol, les vers de terre et l'effet des racines notamment. Donc on va voir comment on peut régénérer naturellement les sols tassés. Et voilà, c'est vrai qu'on voit, on constate sur le terrain un certain nombre de soucis. Là, par exemple, je vous ai mis quelques illustrations de tassement lors de l'implantation des cultures. C'était là, en l'occurrence, une parcelle de betterave qui avait été implantée avec un labour d'hiver. On voit ici une zone tassée qui est de manière assez continue. Donc on sait que c'est forcément un tassement qui a eu lieu après le labour, un tassement post-labour, parce que sinon le labour il aurait fragmenté cette zone tassée. Et comme là on fait l'observation avant la récolte, on en déduit que c'est forcément un tassement qui a eu lieu entre le labour et le moment où on a fait l'observation. Et il n'y a eu qu'une seule opération, il y a eu la préparation et le semis. Donc là c'est un tassement lors de la préparation et le semis des betteraves. Donc c'est quand même dommage, une période où on est censé mettre en place le potentiel de départ de la culture. Là on se tire une balle dans le pied dès le départ avec un tassement qui va impacter directement la culture qu'on est en train d'implanter. Et puis ce qui a attiré aussi notre attention quand on fait des observations de profil, c'est les tassements profonds, donc sous les horizons habituellement travaillés. Comme vous voyez ici sur les photos, où là on a des structures en surface qui ne sont pas trop mal, et par contre, juste en dessous de l'horizon travaillé, des semelles très, très denses et très tassées, qui peuvent parfois atteindre aussi l'horizon pédologique, donc sous les horizons travaillés, où on peut observer des tassements, des fois jusqu'à 45-50 cm de profondeur. Et le problème de ces tassements, c'est des tassements qui sont très durables, qui se régénèrent très très lentement. L'effet du climat, de la faune du sol, des vers de terre, sont beaucoup plus actifs en surface qu'en profondeur. Donc c'est des tassements qui peuvent être très persistants. Et donc d'où l'importance de voir quelles capacités peuvent avoir les couverts végétaux à éventuellement régénérer ou pas ces zones tassées. C'est ce que l'on va voir. Et ces tassements, ils ont derrière des conséquences sur les cultures. Là, ici, on retrouve tous les passages de roue sur un semis de pois protéagineux, par exemple. Autre exemple ici sur du blé, où on retrouve les passages de roue de la récolte de la culture précédente, qui était des betteraves. On voit l'hétérogénéité sur le blé liée au passage de roue de la récolte précédente. Donc, dans les essais qu'on a pu mener, on a observé des pertes de rendement jusqu'à 30% à peu près sur l'effet des zones tassées sur les cultures suivantes. Donc c'est des pertes qui ne sont pas du tout négligeables par rapport au tassement. Et puis, autre problème de fertilité physique du sol, c'est le problème de stabilité structurelle, en particulier dans les sols limoneux qui sont très sensibles, avec les problèmes de battance qui peuvent être compromettants pour la levée des cultures. Alors une céréale, ça peut toujours en partie compenser par du tallage,
Par contre, une betterave, par exemple, qui ne lève pas à cause d'une croûte de battance, c'est une betterave en moins dans le silo. Donc là, la perte économique, elle est quand même assez directe. Et puis, on évoque aussi souvent les problèmes de stabilité structurelle et de battance qui sont compromettants pour la levée des cultures, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi des problèmes qui peuvent intervenir aussi à plus long terme. Parce que quand on a du limon qui est complètement désagrégé, derrière, ensuite, il peut être entraîné en profondeur par les pluies. Et ici, c'est ce qu'illustrent les photos, où on a des traces de limon désagrégés, donc issus d'une croûte de battance notamment, qui ont été entraînées en profondeur par la pluie et qui viennent combler la porosité en profondeur. Donc là, par exemple, sur la photo de droite, vous voyez une galerie de vers de terre qui est fonctionnelle, où il y a une racine qui se faufile dedans, donc c'est fonctionnel pour l'enracinement, pour l'infiltration de l'eau. Et juste à côté, vous avez une autre galerie qui est complètement bouchée par du limon fin, et donc qui est du coup plus du tout fonctionnelle, ni pour l'infiltration de l'eau, ni pour l'enracinement des cultures. Voilà, donc il y a des vrais problèmes quand même qui existent, dès qu'on observe un peu les sols, des problèmes de fertilité physique du sol. Donc là, on va voir comment on peut les résoudre par notamment les couverts végétaux. Alors, au niveau de la stabilité structurelle, il y a des choses quand même assez connues au niveau de la recherche, donc je vous en parlerai après. Par contre, au niveau de l'effet des couverts et des racines des couverts sur l'amélioration de la structure du sol et les aspects de tassement, il y a très peu de travaux scientifiques à ce sujet. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, nous, mener une étude là-dessus. Donc en fait, on a choisi des parcelles où il y avait un tassement avéré, donc des parcelles avec un système de culture, avec des cultures assez contraignantes pour le sol, et ensuite on allait vérifier par des profils qu'on avait véritablement un tassement en profondeur. Et à partir des parcelles où on avait un tassement en profondeur, donc là par exemple la parcelle qu'on avait choisie, donc on a fait ces expérimentations de 2017 à 2020. Là, on voit sur le profil, on a en structure, en surface, une structure qui est un peu massive, mais où ça va encore. Par contre, en profondeur, un vrai tassement. Donc, c'est sur cet horizon tassé qu'on s'est centré. Et puis ensuite, on a mis en place un dispositif avec donc des cultures intermédiaires qu'on a semées en comparaison avec un témoin sol nu. On a comparé les différentes modalités. Voilà, donc les questions auxquelles on voulait répondre, c'est déjà de savoir comment les racines elles se comportaient au niveau de la zone tassée. Donc là, on a réalisé des profils racinaires, donc on fait un profil, on met une grille avec un maillage de 2 cm, puis on compte présence-absence de racines. Ça nous permet de faire des cartographies racinaires et de comprendre ensuite le comportement des racines en relation avec la structure du sol. Donc on faisait également aussi des profils de sol pour avoir une analyse qualitative de la structure. On a suivi également l'humidité du sol par des profils hydriques à différentes dates. Et puis ensuite, derrière, on a cherché à comprendre est-ce qu'on avait une amélioration des propriétés physiques du sol par l'effet des cultures intermédiaires. Donc on a fait différentes mesures de propriétés du sol, d'infiltration à l'eau, de perméabilité à l'air, dont c'est apparent, différentes mesures, je vais passer les détails. Donc en termes de résultats, tout d'abord, au niveau de l'enracinement, voir comment les racines des cultures intermédiaires se sont comportées, notamment au niveau à proximité des zones tassées également. Donc là, le graphique, c'est la densité racinaire en fonction de la profondeur. Donc en gros, plus on va vers la droite, plus la densité racinaire est importante en fonction de la profondeur. Donc on voit que le point en haut à droite, forcément en surface, on a beaucoup de racines, et plus on descend vers la profondeur, moins il y a de racines. Bon, ça semble logique. Et donc au niveau des légendes, les traits en plein, c'est à 500 degrés jour. Donc à 500 degrés jour, c'est à environ 1 mois et demi après la levée du couvert. On a fait un premier profil racinaire pour caractériser l'enracinement. Et les traits en pointillés, c'est à 1000 degrés jour. 1000 degrés jour, donc à peu près 3 mois après la levée du couvert. En gros, c'était à la destruction du couvert en décembre. On a refait un profil racinaire pour caractériser l'enracinement. Et ce que l'on remarque, et donc oui, les traits en rouge et en noir, c'est les espèces. En rouge, c'était le radis, et en noir, c'était l'avoine. Déjà, on voit qu'il y a un peu d'effet de l'espèce sur l'enracinement. Les traits rouges ou noirs, il
Il n'y a pas grande différence. Par contre, il y a une très très grande différence, c'est sur la durée de végétation entre les traits pointillés, où c'est à 1000 degrés jour, l'enracinement en gros au moment de la destruction du couvert, et les traits en traits pleins, qui sont à 500 degrés jour, donc un mois et demi après la levée du couvert, où on a beaucoup moins de racines en profondeur en septembre qu'en novembre-décembre lors de la destruction. Donc il y a un vrai effet de colonisation du profil par les racines, mais à condition que le couvert reste un certain temps sur le sol pour que les racines puissent coloniser les horizons. Et on voit que notre horizon tassé, autour de 20-25 cm, les racines arrivent quand même à passer, notamment quand le sol est humide. Quand le sol il est sec, les racines elles bloquent vraiment sur la zone tassée. Par contre, quand il y a de l'humidité du sol, les racines arrivent en partie à passer à travers la zone tassée. Voilà, donc là, on s'est amusé à faire un petit tableau pour voir à quel moment on peut atteindre les 1000 degrés jour. À partir de différentes dates de levée des couverts, on voit que si on sème par exemple un couvert fin juillet ou début août et qui va lever le 10 août, les 1000 degrés jour, vers la mi-octobre, on les atteint. Par contre, si on sème un couvert fin août et qui lève que le 30 août, les 1000 degrés jour, on les atteint mais qu'au mois de décembre. Et si le couvert il lève en septembre, on n'atteint pas les 1000 degrés jour. Arrivé au mois de décembre, on n'est qu'à 700 degrés jour. Et puis après, les températures en décembre-janvier font qu'on n'atteint pas ensuite les 1000 degrés jour. Donc d'où vraiment l'importance de la date de semis du couvert pour avoir une durée de végétation et optimiser l'enracinement des couverts. Autre représentation ici, donc là c'est la biomasse que l'on a corrélée avec le taux d'exploration des racines. Donc plus on est dans le haut du graphique et plus le profil est colonisé par les racines. Et ensuite on a la biomasse du couvert en abscisse. Donc on voit que plus on a une biomasse importante et plus on a un taux d'exploration du profil de sol qui est importante. Et on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que là on a les points rouges, c'était les dates d'observation lors du premier profil racinaire au mois de septembre, donc à 500 degrés jour. Et en bleu, c'était le profil racinaire qu'on a fait à la destruction du couvert, donc à 1000 degrés jour. Et on voit que les points en bleu ils se situent vraiment dans le haut du graphique. On a un taux d'exploration racinaire beaucoup plus importante, qui est aussi corrélé avec la biomasse. Donc en gros, plus on a une durée de végétation importante et plus on a une biomasse importante et plus on a un taux d'exploration du profil de sol par les racines important. C'est ça qu'il faut retenir par rapport à l'exploration du sol, parce que c'est quand même l'effet des racines qu'on va rechercher à avoir par rapport à la structure du sol. Donc ça, c'était par rapport à la caractérisation de l'enracinement. Ensuite, on a regardé d'un peu plus près les relations entre racines et structure du sol, en particulier au niveau des zones tassées. Donc, comme je vous le disais, dans les parcelles qu'on a choisies, on a choisi des parcelles où il y avait un tassement exprès pour justement voir si elles étaient capables de le régénérer. Donc on voit en surface ici, on a notre structure qui est plutôt favorable. On voit qu'il y a un bon enracinement du couvert. Par contre, on retrouve notre zone tassée. Je sais pas si, oui, non, je bouge le curseur, mais on ne le voit pas. Donc vous avez la zone tassée là, entre 20 et 35 cm de profondeur. Et vous voyez qu'il n'y a aucune racine dans cette zone tassée, sauf un endroit, là je l'ai indiqué par la flèche bleue, où toutes les racines se sont concentrées parce qu'il y avait une galerie de vers de terre. Donc ça montre bien que les racines, ce n'est pas des compacteurs. S'il y a une zone tassée, elles vont plutôt contourner la zone tassée et passer à un endroit où il y a de la porosité, donc par exemple là la galerie de vers de terre. Après, malgré le fait que les racines vont plutôt contourner les zones tassées, on a quand même cherché à savoir est-ce que, même si elles contournent les zones tassées, est-ce qu'il y avait quand même une amélioration de la structure du sol par le fait qu'elles passent quand même dans des zones où il y a déjà de la porosité existante. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que là on a observé, caractérisé visuellement la structure du sol, donc par un profil cultural où on a noté la proportion de zones tassées, donc c'est le petit faciès que vous avez là au niveau des images. Ensuite les zones tassées mais fissurées, la photo du milieu, ou les zones à structure favorable. Donc là le tableau ce qui montre, c'est pour les différentes modalités, avoine, radis et le sol nu, donc la proportion de zones tassées dans notre horizon qui est tassée, donc forcément initialement il y avait beaucoup de zones tassées fait exprès parce qu'on avait choisi exprès des parcelles tassées. Par contre, on voit qu'entre les deux dates, au début de l'implantation du couvert et ensuite, lors de la destruction du couvert, le deuxième profil de sol,
on a une diminution des zones tassées sur les modalités avec couvert. Et en fait, ces zones tassées, elles se transforment en zones qui sont toujours tassées, mais qui sont fissurées. En gros, on passe du faciès, la photo de gauche, à la photo du milieu. Par contre, la proportion de zones non tassées, elle évolue quasiment pas. Enfin, forcément, les couverts, il n'y a pas d'effet miracle où de la photo de gauche, on passe carrément à la photo de droite, avec une régénération complète de la structure du sol. Mais par contre, on va créer des fissures par l'effet des racines. Et pourquoi ? En fait, quand on regarde le profil d'humidité dans le sol, on comprend tout de suite. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les racines, elles pompent de l'eau. Et en pompant de l'eau, ça fissure le sol, à condition quand même bien sûr qu'il y ait un minimum d'argile dans la parcelle. Donc dans nos essais, on avait au moins 15% d'argile et certaines années dans les parcelles, on avait jusque 18-20% d'argile. Donc ce n'étaient pas des parcelles argileuses, mais il y avait quand même un minimum d'argile, un minimum de 15% d'argile pour permettre cette fissuration. C'est l'argile qui, avec les retraits gonflements, gonfle, ensuite se rétracte et crée ces fissures. Et donc, les couverts, donc là c'est le graphique, c'est l'évolution de l'humidité à différentes dates dans les parcelles. Et la courbe noire, c'est le sol nu, on voit que c'est toujours plus humide. Forcément, le sol est plus humide parce qu'il n'y a rien qui pompe de l'eau, il n'y a pas de racines qui pompent de l'eau. Et donc, c'est un effet indirect où les couverts, quand ils se développent, forcément, ils pompent de l'eau. Et donc, en pompant de l'eau, ça dessèche le sol, ça crée des fissures et ça améliore la structure du sol. Et derrière, on a regardé différentes propriétés du sol, l'infiltration notamment. Donc là, ce qu'exprime le graphique, c'est la vitesse d'infiltration à l'eau. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que sur les parcelles, on a décapé l'horizon de surface qui était favorable. Et ensuite, on s'est mis au niveau de la base de l'horizon qui était tassé, à 20 cm de profondeur. On a mis des cylindres dans le sol, on verse de l'eau jusqu'à temps que ce soit à saturation. Et une fois que c'est à saturation, on regarde la vitesse à laquelle l'eau s'écoule. Et ça permet de calculer la vitesse d'infiltration. Et on voit que selon les modalités, en bleu c'était les modalités sol nu, sans couvert, il y a une vitesse d'infiltration qui est moindre par rapport aux modalités où il y avait un couvert végétal en place, notamment lié aux fissures qui ont permis une meilleure infiltration de l'eau. Alors certaines années, il y avait juste une tendance et ce n'était pas forcément significatif. Quand on regarde un peu plus près, là par exemple, c'était les résultats de 2017, on voit qu'il y a une très forte variabilité. Par contre, la modalité sol nu, il y a toujours une très faible variabilité. C'est-à-dire que quand le sol est vraiment tassé et qu'il n'y a pas de fissure, la vitesse d'infiltration est faible et il y a un écart type qui est très faible. Par contre, dès qu'on a fait les mesures sur l'avoine et le radis, on voit qu'il y a une très forte variabilité. En fait, ça dépendait de l'endroit où on mettait le cylindre. Si le cylindre il était sur une fissure, forcément l'eau elle s'infiltrait beaucoup plus vite. Et par contre, si on mettait un cylindre entre deux fissures, il y avait une vitesse d'infiltration qui était moindre. Donc c'est vrai que selon la localisation des fissures, la vitesse elle pouvait, on avait des points où il y avait des vitesses d'infiltration assez différentes, et donc un écart type assez important. Mais malgré le fait que les fissures soient localisées, on a quand même pu mettre en évidence que ça avait un effet quand même très important sur le fonctionnement du sol et l'enracinement des cultures suivantes, pour la culture qu'on va implanter ensuite derrière. Parce que dans la majorité des situations, quand on a des tassements, notamment des tassements profonds, ça limite l'enracinement. Là, c'est ce que nous montrent les graphiques. Là, en rouge, c'est les zones tassées dans le profil, et juste en dessous, vous avez la cartographie du profil racinaire qui est dessiné. Quand on a des tassements profonds, donc souvent l'enracinement diminue. Donc là, c'est l'enracinement des cultures suivantes. Et ensuite, là, la situation à droite, vous avez des tassements, il y a une situation où il y a un sol avec un tassement profond. Par contre, on voit au niveau de la cartographie racinaire qu'il y a des zones où les racines arrivent à passer à travers les zones tassées, et ensuite elles recolonisent l'horizon profond. Et quand on a regardé d'un peu plus près, en fait, on s'est rendu compte que ces voies préférentielles, ça correspondait soit à des fissures, soit à des galeries de vers de terre. Vous le voyez là sur les photos, la photo en bas, c'est une zone où on voyait la zone tassée qui est tassée bien sévèrement. Il y a une fissure, et comme par hasard, hop, la racine, elle se faufile en arête de poisson dans la fissure. Et donc ces fissures, ça va permettre, c'est des voies préférentielles pour le passage des racines des cultures suivantes. Donc du coup, le fait que les racines des couverts améliorent la fissuration, c'est tout bénef pour le fonctionnement du sol et l'enracinement des cultures suivantes. On a pu le mettre en évidence, ça sur un réseau de parcelles. Donc là, c'est la proportion de zones fissurées
sous l'horizon labouré en fonction de la profondeur d'enracinement. Donc là, c'est un gros travail parce que chaque point, c'est une parcelle avec un profil de sol et un profil racinaire. Et on voit qu'on a quand même une tendance où plus on a de zones tassées, donc là, c'est en sélectionnant les parcelles tassées en profondeur, on voit que plus on a de fissures et plus la profondeur d'enracinement augmente pour les cultures suivantes. Et parfois, c'est aussi directement la racine de la culture intermédiaire, si elle arrive à passer à travers la zone tassée, parce que par exemple l'humidité du sol le permettait, derrière, quand le couvert végétal va être détruit, la racine va mourir petit à petit, et ça peut être aussi une voie de passage pour les racines des cultures suivantes. Là, par exemple, on avait retrouvé une racine dans une ancienne racine de couvert. Donc voilà, c'est aussi peut être aussi directement des voies préférentielles, directement les racines du couvert précédent. Voilà. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, les voies préférentielles, c'est les fissures, mais c'est aussi les galeries de vers de terre. Donc on a aussi regardé, est-ce que les couverts, ils amélioraient le fait d'avoir des galeries ou le fait déjà d'avoir une population de vers de terre. Donc là, on avait trouvé une parcelle chez un agriculteur où il avait fait 2 bandes à peu près sur une période de 6 ans, où c'était la même conduite, mais par contre, il y avait la conduite des cultures intermédiaires qui était différente. Il y avait une partie de la parcelle où il mettait des couverts, on va dire, réglementaires, donc une moutarde qui faisait entre 1 à 2 tonnes de matière sèche, qui était implantée plutôt en septembre et détruit rapidement en 15 novembre. Et une partie de la parcelle où il avait optimisé ses couverts et mettait plutôt des mélanges avec des légumineuses, et ça produisait plutôt 4-5 tonnes de matière sèche parce qu'il semait beaucoup plus tôt, puis il détruisait aussi un peu plus tard. On voit qu'on avait déjà un effet sur la population de vers de terre après 6 ans de différenciation uniquement par l'effet des cultures intermédiaires qui étaient un peu plus boostées sur la partie de la parcelle. On a à peu près 30% de vers de terre en plus. Et derrière, on a regardé ensuite l'effet des vers de terre sur la structure du sol par la caractérisation de ce qu'on appelle la bioturbation, donc tout ce qui est déjection de vers de terre, tout ce qui est galerie notamment. Donc ça, on a créé une méthode qui est disponible sur notre site internet, à partir de la méthode Bech, on a attribué une note pour caractériser la bioturbation par les vers de terre et attribuer une note à cette bioturbation. Donc là, c'est ce qu'exprime le graphique, la proportion de zones bioturbées, donc où il y a des déjections ou des galeries. Et on voit qu'on a aussi beaucoup plus de zones bioturbées dans la partie de la parcelle où il y avait les cultures intermédiaires qui étaient un peu boostées sur les 6 dernières années. Et donc voilà par exemple l'effet d'un ver de terre là, sur une zone tassée. On voit la partie tassée à gauche sur la motte, là, la photo en bas à droite. Et il y a le ver de terre qui est en train de travailler, et la partie à droite de la motte, elle est en train d'être du coup régénérée par le ver de terre qui est en train de faire son boulot et d'attaquer la motte et de l'ingérer petit à petit. Donc c'est cet effet-là qui nous intéresse par rapport à la restructuration biologique des zones tassées. Et puis là, si je reprends les travaux de Daniel Clusot, notamment de l'université de Rennes, il avait estimé qu'une population par exemple de vers de terre d'1 tonne sur 1 hectare, bon, c'est déjà un bon chiffre, ça va de 200 kg à plus de 3 tonnes de vers de terre à l'hectare, c'est très très variable. Un chiffre moyen à peu près 1 tonne de vers de terre, ça peut brasser à peu près 300 tonnes de terre par hectare et par an. Il peut y avoir 300 tonnes de déjection de vers de terre produites par hectare et par an si on a 1 tonne de vers de terre sur 1 hectare. Donc ça c'est juste énorme, la quantité de masse de terre totale qu'on a sur 1 hectare, sur les 25 premiers centimètres, c'est à peu près 3000 tonnes, donc 300 tonnes, c'est 1/10 de la couche arable, donc ils ont un rôle qui est énorme par rapport au fonctionnement et à la bioturbation du sol. Et donc là aussi, on s'est amusé c'est un gros boulot, mais à décaper la surface du sol pour compter les galeries de vers de terre au niveau des zones tassées en profondeur, autour de 25 cm de profondeur. On a pu le mettre en relation avec l'enracinement des cultures. Là, c'était des cultures de pommes de terre, c'est pour ça que vous avez une profondeur d'enracinement qui n'est pas très élevée. Donc là, sur une même culture, ça c'est pareil, c'est un gros travail, puisque chaque point, c'est encore une fois une parcelle avec un profil de sol et un profil racinaire. Donc là, on avait sélectionné les parcelles où il y a un tassement en profondeur, et on voit que plus on a de galeries de vers de terre, et plus on a une profondeur d'enracinement de la culture qui est importante, parce que les racines ne bloquent plus à travers cette zone tassée si on a suffisamment de galeries qui permettent aux racines de passer.
On voit qu'on a un gap à peu près autour de 300 à 400 galeries par mètre carré. On a une profondeur d'enracinement qui augmente assez nettement par rapport à des situations où on a moins de 300 galeries par mètre carré. Donc 400 galeries par mètre carré, c'est à peu près 4 galeries sur un carré de 10 cm de côté, pour avoir une idée. Donc pour ceux qui labourent encore, par exemple, il suffit quand au niveau du fondré, vous prenez un couteau, vous grattez un petit peu et vous pouvez vous découper comme ça un carré de 10 cm de côté, puis vous regardez est-ce que vous avez plus de 4 galeries ou pas. Vous répétez bien sûr l'opération plusieurs fois. Et si vous avez plus de 4 galeries, que c'est un peu tassé, souvent c'est quand même gagné pour que la racine elle ne soit pas bloquée, mais qu'elle passe à travers la zone tassée, parce qu'il y a suffisamment de galeries de vers de terre pour permettre l'enracinement. Voilà, donc ces phénomènes, les cultures intermédiaires vont permettre d'améliorer, que ce soit la fissuration directement en pompant de l'eau ou au niveau des vers de terre, parce que ça va booster la population de vers de terre, parce que c'est quand même la source de nourriture principale, la matière organique. Ça booste la population, qui font plus d'éjections, plus de galeries, et donc tout ça, ça améliore aussi l'enracinement des cultures suivantes. Donc ça, c'était par rapport à la régénération des sols tassés. On a regardé aussi s'il y avait un effet sur la résistance du sol. Donc avec une expé qu'on avait menée avec l'INRA de Rennes, où on avait regardé lors de un chantier de récolte de maïs. On avait prélevé un bloc de sol en dehors des passages de roues et sous les passages de roues de la moissonneuse. Et on avait regardé l'effet sur la porosité du sol. Et donc en fait, en scannant un bloc de sol, on peut en déduire le type de porosité qui est présent dans le sol. En gros, il y a 3 types de porosité dans le sol. Il y a la porosité qu'on appelle d'assemblage qui est liée au travail du sol, la porosité fissurale, donc liée aux alternances, humectation, dessiccation, et la porosité tubulaire liée aux galeries de vers de terre ou aux racines, au passage des racines. Donc là, vous voyez le graphique à gauche, témoin non roulé. On avait beaucoup de porosité tubulaire parce que c'était une parcelle d'un éleveur où il amenait beaucoup de fumier, donc une parcelle où il y avait beaucoup de vers de terre, donc beaucoup de galeries de vers de terre également. Assez peu de porosité fissurale parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argile, et beaucoup de porosité d'assemblage parce que c'est une parcelle qui avait été labourée avant l'implantation du maïs. Ensuite, la moissonneuse est passée, on a reprélevé des blocs de sol qu'on a repassé dans le scanner pour déduire le type de porosité qui avait été affecté par le tassement. On voit que toute la porosité d'assemblage qui était présente avant le passage de la moissonneuse, elle s'est complètement effondrée. Il n'y a quasiment plus du tout de porosité d'assemblage après le passage de roue de la moissonneuse sur les 20-25 premiers centimètres. Par contre, la porosité tubulaire, il y en a quand même moins, mais ça a quand même résisté. Et la porosité fissurale, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a toujours autant. Donc en fait, ça veut dire que le type de porosité, il y a de la porosité qui va résister beaucoup mieux au tassement. Et donc la porosité tubulaire liée aux galeries de vers de terre ou aux racines, et également la porosité fissurale, donc liée aux fissures qui sont présentes dans le sol, vont beaucoup mieux résister à de la porosité qui est créée par le travail du sol. Parce que notamment, c'est souvent de la porosité verticale, fissurale et galeries de vers de terre. Et une porosité verticale, si on exerce une pression dessus, ça peut résister au tassement, alors qu'une porosité d'origine mécanique va être rapidement effondrée par l'effet du tassement. Donc un effet aussi, comme les racines découvertes, elles améliorent la fissuration et les galeries de vers de terre, ça améliore du coup aussi indirectement la résistance du sol au futur tassement. Donc voilà par rapport à tout ce qui touche autour du tassement du sol. Ensuite, au niveau de la stabilité structurale, bon là on a repris plutôt des travaux de la recherche, parce qu'elle est déjà assez active là-dessus. Un graphique que vous avez peut-être déjà vu là, qui représente l'effet sur la stabilité structurale de différents types de matières organiques. Donc c'est en abscisse, c'est le temps. On a quelques semaines, ensuite quelques mois et jusqu'à plusieurs années. Donc on voit que par exemple, suite à un retournement de prairie, on a un effet qui est très important et qui dure dans le temps sur la stabilité structurale. Si on regarde la courbe jaune et marron de la paille ou du fumier qui est incorporé au sol, par exemple, c'est un effet qui est quand même pas négligeable sur la stabilité de la structure du sol. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir l'engrais vert. C'est la courbe vert foncé. On voit qu'on a un effet qui est très très important, mais qui est très fugace aussi, qui est très rapide. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que en fait, l'action sur la stabilité structurelle, c'est lors de la décomposition, où il y a des corps microbiens, des polysaccharides qui sont émis lors de la décomposition, qui vont avoir une très forte action sur la stabilité structurelle. Et comme un engrais vert, ça se décompose quand même assez rapidement, du coup, cet effet il est très important, mais
ne dure pas dans le temps, il est très rapide. Et donc l'idéal, c'est de pouvoir faire coïncider cette phase où on a le pic au niveau de la stabilité structurelle avec la période un peu critique pour les cultures, et notamment c'est la période des semis qui est assez critique par rapport à la stabilité structurelle. Et ici justement on a une parcelle, donc c'est un semis de betterave en non-labour, où il y avait eu, donc là c'est la même parcelle, la seule différence entre les deux zones, entre les deux photos, c'est la date de destruction du couvert. Là, il y a eu un couvert de Faceli, la partie à gauche s'était détruit 3 mois avant le semis, et la partie à droite s'était détruite 20 jours avant le semis. Ensuite, il y a eu le semis, et lors du semis, l'état de surface était à peu près comparable, et ensuite il y a eu une forte pluie, 30 mm, qui n'était pas vraiment prévue, mais une pluie d'orage de 30 mm le lendemain du semis, ça a complètement reglacé et rebattu le sol. Mais on voit bien la différence de comportement du sol derrière, où ça a beaucoup mieux résisté quand il y a eu les 30 mm sur la modalité où le couvert a été détruit seulement 20 jours avant le semis. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si on reprend notre graphique de tout à l'heure, c'est qu'au moment où il y a la forte pluie, quand le couvert a été détruit 3 mois avant le semis, on devait déjà se situer au niveau de la descente de la courbe au niveau de la stabilité structurelle. On était en dehors du pic. Par contre, la modalité, on a détruit le couvert 20 jours avant le semis. Au moment où il y a eu la forte pluie, on devait être à peu près au moment où il y avait le pic sur la stabilité structurelle. Et c'est pour ça que, du coup, cette modalité-là à droite, où on a détruit le couvert seulement 20 jours avant le semis, ça a beaucoup mieux résisté quand il y a eu la forte pluie. Donc ça, c'est des choses aussi à pouvoir intégrer par rapport à la date de destruction des couverts. Quand on a des sols un peu sensibles, des sols limoneux, pouvoir aussi réfléchir par rapport à la stabilité structurelle. Donc il y a la date qui va jouer, et après il y a aussi la biomasse. Ça, c'était des travaux de l'INRA de Rennes, où vous avez prélevé des échantillons de sol avec un taux de matière organique assez faible, et ils avaient ajouté des résidus directement, des résidus végétaux à différentes concentrations, différentes doses. Et ils ont regardé différents paramètres. Ils ont regardé la biomasse microbienne, les champignons, les polysaccharides qui étaient émis sur l'échantillon, et on voit qu'à chaque fois, donc les différentes courbes, c'est les concentrations de résidus qui ont été incorporés dans l'échantillon. On voit que plus, en fait, donc en orange, c'était le petit échantillon où il y avait le plus de résidus. On voit que plus on augmente la biomasse, en gros, des couverts, la quantité de résidus qui est incorporée dans les échantillons, et plus on a d'effets sur la biomasse microbienne, les champignons, les polysaccharides. Et derrière, ça a aussi un effet sur la stabilité structurelle, parce que c'est justement ces polysaccharides, ces champignons, toute cette biomasse microbienne qui va permettre de stabiliser la structure du sol. Et donc du coup, on voit bien que plus dans les échantillons, plus on avait une concentration en résidus qui était importante, et plus on avait un effet important sur la stabilité structurelle. Donc derrière, ça veut dire qu'en gros, plus on augmente la biomasse des couverts, et plus on va avoir un effet important sur la stabilité de la structure du sol. Voilà. Et puis je voulais aussi terminer par rapport aux aspects stockage de carbone, parce que c'est un peu aussi dans l'air du temps, et voir l'effet des cultures intermédiaires par rapport au stock de matière organique. Nous, d'ailleurs, en interne à AgroTransfert, on a développé un outil de simulation des évolutions des teneurs et des stocks en matière organique dans les sols, que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a une version de démo qui est accessible librement. Donc ça reprend le principe d'un bilan MIC. On compare entrée et perte de carbone. Donc les entrées qui proviennent des résidus de culture, résidus aériens, mais aussi les racines, donc pour les cultures principales et aussi bien sûr pour les cultures intermédiaires. Et puis les éventuels produits organiques qui peuvent être apportés au sol. Donc on prend tout ça en compte pour les entrées de carbone. Et ensuite, le bilan MIC qui compare les entrées, et on soustrait les pertes de carbone. Donc les pertes de carbone qui proviennent notamment de l'activité des micro-organismes qui minéralisent cette matière organique. Donc c'est le flux de minéralisation qui dépend des conditions pédoclimatiques, notamment plus il fait chaud, plus il fait humide, et plus la minéralisation va être active. Et ça dépend aussi un petit peu du travail du sol. Donc voilà, donc si les entrées sont supérieures aux pertes, on stocke du carbone, on stocke de la matière organique, on stocke du coup de l'humus dans le sol. Si par contre les entrées sont inférieures aux pertes, on déstocke, tout simplement. Donc il y a différents modèles de bilan MIC qui existent au niveau de la recherche. On avait le choix on a pris la décision de choisir le modèle AMG. Donc AMG, c'est du nom de ses auteurs, Andriolo, Marie Guéret, un modèle de l'INRA. Donc il reprend le principe d'un bilan MIC. On retrouve les entrées et les pertes de carbone.
La particularité de ce modèle, c'est qu'il distingue deux poules de carbone dans le sol, une partie stable qui a un taux de renouvellement très lent, de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, parce qu'il faut savoir que dans la matière organique, dans une parcelle, on peut trouver de la matière organique qui a mis 1000 ans à se former, et donc qui, elle, n'est pas affectée par les flux d'entrée et des pertes de carbone. Et ensuite, la partie active, donc qui, elle, va être alimentée par un flux d'humification, qui provient des résidus de culture, et ensuite on va estimer les pertes de carbone par la minéralisation avec un coefficient qu'on nomme K ou K2 à partir des données pédoclimatiques et du travail du sol. Voilà. Et puis donc il y a pour le flux d'humification, on prend en compte la masse de carbone qui revient au sol par les résidus de culture, les amendements organiques, les cultures intermédiaires, et on lui affecte un coefficient qui est le K1, qui est le rendement en humus. Donc, par exemple, pour de la paille, c'est 20%. Quand un brin de paille tombe au sol, il y a à peu près 80% du carbone de la paille qui repart dans l'atmosphère sous forme de CO2 lors de la décomposition et 20% du carbone de la paille qui va venir intégrer le stock d'humus dans le sol. Donc, c'est ce que ça veut dire, ce rendement en humus. Et pour les cultures intermédiaires, vous allez le voir juste après. Auparavant, on pensait que les cultures intermédiaires apportaient peu de carbone stable au sol, peu d'humus, et c'est totalement faux. Les derniers travaux de la recherche montrent bien que ça apporte des quantités non négligeables, donc je vais vous le montrer juste après. Et donc l'outil qu'on a développé, c'est Simeos AMG pour simulation de l'état organique du sol, et AMG pour rappeler que le moteur de l'outil, c'est le modèle AMG de l'INRA. Et donc il y a différents modules sur les cultures intermédiaires, les amendements, les cultures. Donc on saisit son système de culture, sa rotation culturelle, les pratiques de travail du sol, d'amendement organique, de culture intermédiaire. On rentre le type de sol et la teneur en carbone de départ, et puis ensuite on a l'évolution du stock et de la teneur en matière organique en fonction du temps. Et donc dans cet outil, on a intégré les cultures intermédiaires. Et en fait, l'effet sur le stock, comme je le disais, il est assez important. On a repris notamment les travaux qui existaient au niveau de la recherche, et la thèse de Julie Constantin, à l'INRA, les travaux d'Éric Juste également. Là, par exemple, ce que montre le graphique, c'est sur différents essais. Il y avait à Boigneville, Tibi et Kerlavik, pour ceux qui connaissent. On avait différentes espèces, moutarde, radis, régras, selon les sites. Ce qu'indique le graphique, c'est la quantité de carbone qui est apportée par le couvert, donc la biomasse fois la teneur en carbone du couvert, en abscisse. Et en ordonnée, c'est la quantité de carbone qui est séquestrée dans le sol par l'effet des cultures intermédiaires. En gros, c'est l'écart de stockage sur les modalités avec et sans culture intermédiaire. Et on voit qu'on a une relation qui est proportionnelle entre la quantité de carbone apportée par les couverts et la quantité de carbone qui est séquestrée dans le sol par l'effet des couverts. Et le coefficient directeur de la droite, le 0,28, en fait, c'est le carbone des couverts qui va venir intégrer le carbone humifié dans le sol. Donc le Y égale 0,28x, donc en gros ça veut dire qu'on a à peu près 28% du carbone des cultures intermédiaires qui va venir alimenter le stock d'humus dans le sol. Il y a d'autres travaux d'Éric Juste notamment qui montrent bien l'effet important des cultures intermédiaires. Donc en fait le rendement en humus des cultures intermédiaires il est supérieur au rendement en humus de la paille par exemple. Et auparavant on pensait que c'était complètement l'inverse. On disait un résidu jeune avec un C sur N faible, ça se décompose rapidement, donc ça fournit peu d'humus au sol. C'est des choses qu'on rencontre très fréquemment. Beaucoup de personnes qui nous disent « oui, mais les cultures intermédiaires, ça se dégrade rapidement, ça fournit peu d'humus au sol ». Non, c'est complètement faux. En fait, les cultures intermédiaires avec des résidus avec un C sur N faible, ça va être mieux assimilé par la biomasse microbienne. Finalement, comme c'est proche du C sur N du sol, il y a un coût énergétique qui est moindre pour les micro-organismes, et donc ça va apporter davantage d'humus au sol, même si ça se dégrade rapidement. Voilà, donc ça c'est des travaux qui datent déjà, ça fait plus de 10 ans qu'on connaît ça, mais dans la plaine, on tient encore le discours inverse en disant les cultures intermédiaires apportent peu de carbone stable au sol. Non, c'est faux. Ils apportent vraiment des quantités qui sont plus importantes que de la paille, notamment. Voilà, et donc pourquoi c'est important de pouvoir maintenir l'état organique du sol, notamment sur la stabilité structurelle. Derrière, ça a un effet qui est très, très important. Sur la matière organique, ça va être jouer un peu l'effet colle par rapport au sol. Ici, vous avez une photo d'une parcelle de blé qui a été remembrée récemment. Et donc maintenant, c'est le même agriculteur qui cultive, sauf qu'auparavant, c'était deux agriculteurs différents. La partie à gauche, c'était une parcelle où il y avait peu de restitution organique.
avec peu de cultures intermédiaires et exportation aussi assez régulière des pailles. On avait 1,4% de matière organique, et la partie à droite, c'est une parcelle qui avait été enrichie par des couverts assez réguliers, par des amendements organiques aussi, qui est plus riche en matière organique. On avait 2,2% de matière organique, et maintenant, suite à un remembrement, c'est le même agriculteur qui cultive. Là, il avait semé du blé, il y a une forte pluie après le semis. Et ben, on voit tout de suite la différence de comportement du sol. Derrière, on retrouve très nettement l'ancien tracé des deux parcelles différentes. Donc là, c'est l'effet de l'entretien organique et du taux de matière organique qui joue directement sur la stabilité de la structure du sol. Voilà, donc pour conclure par rapport à ce topo-là, les points, on va dire, importants à retenir, c'est que les racines des cultures intermédiaires, elles peuvent coloniser un peu, on va dire, l'ensemble du profil, au moins jusqu'à 80 cm de profondeur, mais ce qui est déjà pas mal. Donc sous réserve d'être maintenu quand même suffisamment longtemps. Forcément, si on met une moutarde au 15 septembre et qu'on la détruit au 15 novembre, il ne faut pas espérer grand-chose au niveau des racines. Mais par contre, si on mélange des espèces et qu'on sème tôt, là, on va pouvoir avoir une bonne colonisation des racines dans le profil. Ensuite, les racines arrivent quand même à passer à travers les zones tassées si c'est humide. Par contre, si la zone tassée elle est sèche au moment où le front racinaire arrive, elles vont plutôt chercher à contourner les zones tassées dans les fissures, les galeries. Mais malgré le fait qu'elles contournent les zones tassées, par l'effet de pompage de l'eau, quand le couvert il consomme de l'eau pour croître, cette consommation d'eau va faire que le sol va fissurer. Et les fissures créées vont permettre d'améliorer le fonctionnement du sol, l'infiltration et le passage des racines des cultures suivantes derrière. On a vraiment des voies préférentielles. Ça favorise aussi, comme je l'ai dit, les vers de terre pour aussi permettre d'améliorer le réseau de galeries, donc l'enracinement aussi des cultures suivantes. Et donc, ce qui revient vraiment, et là ça rejoint les topos de ce matin, c'est semer tôt les couverts pour maximiser la biomasse, maximiser la durée de végétation et donc derrière maximiser les services que vont rendre les couverts en termes de stockage de carbone, en termes d'infiltration de l'eau, en termes de stabilité structurale notamment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors en question, on a est-ce que la couverture permanente du sol ou l'implantation de couverts peuvent permettre de réduire le pH d'une parcelle, par exemple pour un pH de 8,5 sur le moyen ou long terme? Alors bon, je ne suis pas expert du statut, on va dire, acido-basique des sols, mais après, globalement, que ce soit les cultures principales ou les cultures intermédiaires, une plante, via l'émission des exudats racinaires notamment, va plutôt avoir tendance à acidifier le milieu. Notamment pour rendre à proximité des racines, rendre les éléments minéraux aussi un peu plus disponibles. Et donc oui, globalement, plus un sol va être couvert, et plus on va avoir tendance à acidifier le milieu. Et donc dans des sols plus basiques, le fait de maximiser la durée de végétation va plutôt en tendance permettre de faire diminuer le pH. Après, je ne saurais pas répondre de manière plus complète, parce que ça, ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Sur le pH, en fait, tout dépend du stock de tampons. Et le tampon, ce sont les carbonates du sol, donc l'une des parties du calcaire qui va tamponner l'acidité et la réduire à rien. Et donc, on va rester à un pH stable autour de 7 ou de 6. Donc, tant que ce stock de carbonate est important, le taux de calcaire est important, ça peut prendre 50, 100, 150 ans avant que le pH ne baisse, si vraiment les carbonates sont très présents. A contrario, quand il n'y a pas beaucoup de carbonate, ça peut descendre rapidement et au bout de 5 ans, on peut avoir le pH du sol qui baisse. La meilleure façon de s'assurer s'il y a des carbonates dans le milieu, c'est de sortir de l'acide et de faire la réaction d'effervescence avec le sol. Tant que ça mousse, il y a du carbonate, donc le pH ne bougera pas. Alors on a aussi pourquoi ne pas avoir laissé un couvert vivant en place jusqu'à mi-mars, sachant que l'hiver sera la période où le sol sera le moins résilient car plus humide par rapport à la pénétration des racines. Après, on a essayé aussi, on va dire, de faire des essais par rapport aux pratiques les plus courantes. Et c'est ce que vraiment les questions des agriculteurs par rapport aux pratiques courantes de mise en place des cultures intermédiaires, en essayant quand même de maximiser un peu pour semer quand même assez tôt, et de voir avec les pratiques courantes où dans la très très grande majorité des cas, un couvert est détruit fin novembre, début décembre, et de voir dans ces situations-là est-ce qu'on avait un effet
sur la restructuration. Après, le fait de le laisser plus longtemps, ça fera que voilà, c'est toujours forcément que du bénéf. Maintenant, sur l'amélioration de la structure du sol, de toute façon, comme je le disais, c'est surtout un effet de pompage de l'eau et de dessiccation du sol par où ça va créer des fissures. L'hiver, le sol se réengorge d'eau et donc on a rarement un dessèchement du sol en hiver par l'effet des cultures intermédiaires, du moins un dessèchement suffisant pour créer des fissures. Donc il y aura d'autres effets bénéfiques par rapport à la protection du sol en surface, la stabilité structurelle, par rapport à la régénération des zones tassées et la création de fissures. C'est vraiment la période septembre-octobre qui est clé. Et c'est à ce moment-là où il faut avoir des racines. D'ailleurs, les cultures de printemps, la betterave, c'est une excellente plante pour restructurer le sol. Le problème, c'est qu'à la récolte, on fout tout en l'air quand il y a 65 tonnes qui passent pour récolter en conditions humides. Mais sinon, c'est les plantes qui peuvent pomper de l'eau à la période septembre, octobre, enfin, les périodes estivales, en été aussi, ou le moment où le sol est plutôt sec, c'est à ces moments-là où ça va être bénéfique pour la fissuration. Alors, est-ce que le stade de destruction et le mode de destruction du couvert a un effet sur l'efficience de l'humification? A priori, non. Ça va surtout jouer sur la vitesse de décomposition. Clairement, si on broie un couvert, ça va se décomposer plus rapidement parce qu'il y aura plus de surface d'attaque pour les micro-organismes que si on laisse des longs brins de paille qui vont prendre plus de temps à se décomposer. Mais ça ne va pas jouer sur le rendement de l'humus, ça va jouer sur la vitesse de décomposition. C'est vraiment ça qu'il faut bien distinguer, c'est que ce n'est pas du tout corrélé. Et c'est même plutôt l'inverse. Alors qu'en fait, des résidus qui vont se décomposer rapidement, c'est souvent parce qu'ils ont un C sur N faible. Et comme c'est mieux digéré par toute la biomasse microbienne, finalement, ça va fournir plus d'humus, chose que l'on ne pensait pas auparavant parce qu'il n'y avait pas de résultats scientifiques à ce sujet. Mais vraiment non, du coup le mode de destruction joue sur la vitesse, peut-être un peu de décomposition, mais là pas sur le rendement en humus. Juste une dernière question. Que pensez-vous du pénétromètre pour évaluer les compactions? Est-ce que c'est un outil pertinent? Oui, c'est très pertinent. On a justement dans le cadre d'un projet là que j'ai mené, on a regardé différentes méthodes d'estimation rapide de la structure du sol, et dont le pénétromètre. Donc soit un pénétromètre que l'on achète dans le commerce avec un manomètre qui indique directement la pression qui est exercée quand on enfonce la tige, ou même une simple tige qu'on peut se fabriquer soi-même. Il suffit d'aller dans n'importe quel magasin de bricolage, d'acheter une tige et de souder une poignée. On lime quand même le bout pour avoir une pointe. Donc, principe du pénétromètre, on enfonce la tige et on évalue la résistance du sol à la pénétration. Donc, c'est intéressant parce que c'est quand même relié à l'enracinement. Les racines, quand elles se faufilent dans le sol, ce qui va jouer, c'est bien la résistance du sol. Et justement, quand on voyait les racines qui bloquaient au niveau des zones tassées et qui se faufilaient dans des galeries de vers de terre parce qu'elles étaient bloquées par un tassement, c'est bien parce qu'il y avait une résistance du sol à la pénétration qui était importante. Et c'est ce que va mesurer le pénétromètre. Donc, c'est intéressant. Après, c'est quand même à utiliser au moment où le sol est humide, parce que si on le fait en plein été que le sol est sec, forcément on va dire c'est résistant, c'est tassé, alors que c'est tout simplement résistant parce que c'est sec. Donc il faut l'utiliser dans les périodes humides, en gros de début hiver jusqu'à sortie hiver, c'est la période idéale pour utiliser la tige pénétrométrique, et c'est assez bien relié par rapport aux racines et au niveau de résistance du sol par rapport à l'enracinement. Donc oui, c'est tout à fait intéressant. Par contre, ce n'est pas un outil qui va permettre de dire c'est résistant, donc c'est tassé, il faut que je sorte le pénétromètre, le décompacteur pour régénérer la structure du sol. En fait, c'est un outil plutôt qui va permettre de suspecter des problèmes. On va dire, là, il y a une zone résistante, il y a potentiellement un problème, et il faut faire un diagnostic complémentaire visuel, parce que peut-être que la zone résistante, elle est perforée par des galeries de vers de terre, elle est fissurée. Là, c'est pas la tige pénétrométrique qui va permettre de le voir, quoi. Donc c'est plutôt un outil qu'on va utiliser en premier pour explorer la variabilité, suspecter des problèmes, et si on voit qu'on a une zone résistante, on sort la bêche, le mini-profil, un profil, pour faire un diagnostic plus complet. Finalement, il y a encore une question. Est-ce que vous avez des préconisations concrètes concernant la date et le mode de destruction des couverts pour les agriculteurs? Ouf, ça c'est les deux questions. Non, enfin, je pense qu'après, c'est vraiment un mix de toutes les interventions qu'on a eues déjà aussi par rapport à ce matin, du matériel qui est présent sur l'exploitation, de ce que l'on cherche à
D'un point de vue agronomique et environnemental, plus on va laisser le sol couvert et mieux ce sera. Après, faut se dire que si pour des cultures de printemps, un maïs par exemple qu'on va semer en avril, si on détruit le couvert la veille, ça va pomper de l'eau et donc forcément ça va commencer à puiser de l'eau en sortie d'hiver et à puiser déjà la réserve utile du sol. Bon voilà, il y a plein de compromis à prendre en compte sur le stade de développement du couvert, sur la disponibilité en eau. Avant un blé, on peut tout à fait détruire un couvert le jour même du semis, bien sûr, il n'y a aucun souci. Pour des cultures de printemps, il faudra quand même faire attention par rapport au stade de développement, par rapport au fait que le couvert va pomper de l'eau. Il faut bien choisir ses espèces là-dessus. Bon, enfin voilà, c'est difficile de répondre de manière précise. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Ça dépend de ce qu'on veut faire de ces couverts.